Bon matin à tous nos auditeurs et bienvenue à un nouvel épisode du podcast Juste Elle. C'est votre animatrice Charlize. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Joline et Mirella. Bonjour! Bonjour! Donc, on se rencontre aujourd'hui pour discuter un peu des droits socio-économiques. On a eu la chance d'en débattre lors des derniers cours. On a pu entendre l'opinion de certains étudiants, dont un qui a mentionné que la pauvreté est un choix. J'aimerais entendre vos opinions sur ça. Complètement en désaccord. Moi aussi, je suis complètement en désaccord. Pouvez-vous élaborer? Oui, dans le fond, des fois, je pense que c'est facile d'oublier qu'il y a certains facteurs externes, comme par exemple la santé mentale. On va se le dire, peut-être qu'une personne ne peut pas trouver des ressources, ne sait pas nécessairement qu'elle vit des difficultés en ce qui concerne sa santé mentale et ça peut avoir des répercussions extrêmes. On sait même qu'il y a des fonctionnaires, des personnes dans des hauts postes qui sont retrouvés sur la rue justement pour cette raison. Oui, exactement. Puis, genre, si je peux faire le lien avec ce que tu dis à propos des fonctionnaires qui peuvent se retrouver à la rue, euh, je me rappelle qu'au Cégep, on avait justement eu la visite d'un organisme de la région, alors le CRIO, qui était venu nous présenter, la situation d'itinérance à Gatineau, justement. Puis, ça m'a vraiment éclairée parce que c'est très facile d'un point de vue, genre, reculé, d'un point de vue privilégié, de se dire qu'on va jamais tomber en situation d'itinérance, que c'est vraiment de leur faute parce que moi, j'ai mon argent, je gère bien mon argent, je vais jamais me retrouver dans la rue. Personne dans ma famille se retrouverait jamais dans la rue, sauf que c'est possible. Puis c'est pas nécessairement la situation d'itinérance, qu'est-ce que les gens comprennent pas, c'est que c'est pas nécessairement le monsieur euh, qui demande des sous dans la rue, qui cogne à ta porte de voiture, puis qui a l'air vraiment, genre, qui a pas l'air d'avoir toute sa tête. Ça peut être des familles qui se retrouvent en situation d'itinérance avec des enfants. Ça peut être un étudiant qui se retrouve en situation d'itinérance, fait qu'il doit genre, aller à ses cours, puis étudier, puis faire ses examens, tout en n'ayant pas un lieu fixe et un lieu sécuritaire où vivre. Euh, ouais, fait que avoir cette mentalité de que ah, c'est la seule faute d'une personne individuelle pour sa propre situation d'itinérance. Je trouve que c'est un, un, euh, un point de vue assez privilégié. Oui, je trouve que c'est vraiment bon tout ce que vous avez dit. Si je peux ajouter, Mirella, tantôt tu as parlé qu'il y avait peut-être un côté aussi de santé mentale qui venait jouer là-dedans. Je trouve ça vraiment intéressant parce que justement, il y a plusieurs facteurs hors du contrôle de la personne itinérante qui vont faire en sorte qu'elle va devenir pauvre. Donc, ça, on peut pas toujours qualifier ça d'un choix. Je dis pas que ça n'arrive jamais. On sait, ça existe des gens qui veulent sortir de la société, qui sortent du moule, tout ça, mais ça reste que dans la norme, la pauvreté, tu décides pas, tu te lèves pas un matin en disant OK, aujourd'hui, je donne toutes mes choses, je vais vivre dans la rue. Ouais, Je exactement. pense pas Ouais. que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc oui, il y a des ressources qui existent qui permettent d'aider ces personnes-là, mais ça reste que le choix, selon moi, ça va pas être d'aller vivre dans la pauvreté, mais ça va être d'en sortir, de se lever puis de dire justement j'en ai assez, je me prends en main, je vais faire quelque chose, puis justement à ce moment-là d'aller voir les ressources. Parce que c'est pas juste parce que les ressources existent que automatiquement ça justifie qu'on n'a pas besoin de rien faire. Donc, je pense que oui, tu sais, d'un côté, on peut faire le choix de sortir du modèle de société et vivre sur le côté, mais le choix, ce sera pas vraiment à ce niveau-là, mais plus de s'en sortir. Oui, c'est tellement très bien dit. Je sais qu'il y a eu certains commentaires, comme qu'on avait mentionné, qui disaient également que ces personnes, des fois, prenaient l'argent que nous, en tant que payeurs de taxes, utilisaient pour s'acheter, par exemple, une belle sacoche. Mais il faut pas oublier que ces personnes restent des êtres humains. Donc, si à s'acheter une sacoche, de un, il n'y a pas assez d'argent pour s'acheter une belle sacoche, mettons, c'est pas le bien-être social qui va faire en sorte qu'une personne peut se payer des affaires luxueuses. Mais reste que des fois, on déshumanise ces personnes qui peuvent tellement vivre des situations difficiles comme que tu as mentionné. Et justement, pourquoi empêcher cette personne de peut-être s'acheter du chocolat ou des choses pour la rendre un peu plus humaine dans des conditions inhumaines, comme tu as mentionné? Puis même si elle venait à s'acheter de la drogue, parce que je sais que c'est vraiment comme l'argument principal des gens. Ah, mais si on leur donne de l'argent, qui dit qu'ils vont pas aller s'acheter de la coke après, puis qu'ils vont genre rester dans cette situation perpétuelle d'itinérance et de pauvreté. Mais genre, qui peut les blâmer? C'est ça que j'essaie de dire. Qui peut les blâmer de s'acheter de la drogue quand c'est
ils sont en situation de dépendance. Une dépendance, c'est une maladie mentale. C'est pas un choix que je me dis chaque jour, je veux être en dépendance, disons. Là. Commençons une dépendance aujourd'hui. C'est vraiment une maladie mentale où les gens doivent être accompagnés et doivent être suivis pour s'en sortir. Puis ensuite, surtout quand tu es dans une situation d'itinérance, c'est que pour les personnes qui, genre, doivent regarder leur matériel pour s'assurer de ne pas se faire voler ou qui n'ont pas accès à de la nourriture souvent, fait qui ont très faim, euh, la drogue, ça t'empêche de ressentir la faim. Ça t'empêche de t'endormir, fait que tu peux être plus aux aguets pour regarder ton matériel pour pas te faire voler. Ça coûte pas cher pour les personnes en situation d'itinérance, contrairement à une sacoche luxueuse. Genre, c'est plus utile. Puis aussi, ça te permet de un peu oublier la situation dans laquelle tu es, puis de te sentir moins en douleur dans une situation qui est très éprouvante, très douloureuse, très difficile. Alors, chaque fois que quelqu'un me dit, OK, mais genre, peut-être qu'avec ton argent, là, ton 2 $ que tu leur donnes sur le bord de la rue, ils vont s'acheter de la drogue. OK, et alors? Ouais. Genre, moi aussi, si j'étais là, je peux pas dire que je m'en achèterais. Mais par rapport à tout ça, tantôt Mirella a parlé un peu de l'argent de nos taxes qui aide ces personnes-là. Qu'est-ce que vous pensez des mesures qu'on a actuellement avec l'aide sociale et tout ça? Est-ce que vous pensez qu'on devrait continuer de donner plus d'argent pour aider ces personnes-là ou peut-être qu'on n'agit pas dans la bonne direction? Et moi, j'ai peut-être une réponse positive et un peu négative. Moi, personnellement, j'ai plus une vision de communauté. Ça me dérange pas de donner de l'argent pour m'assurer qu'une famille peut subvenir à ses besoins. Je pense qu'il y a un sens de communauté qu'on garde pour s'assurer qu'on atteigne l'itinérance zéro. Mais en même temps, je pense qu'il manque peut-être un peu de ressources dans le sens que des fois, c'est pas juste l'argent. Des fois, il devrait peut-être avoir des programmes en place pour aider ces personnes dans les facteurs que tu avais mentionnés, justement, Charlize. Donc, justement, je pense que oui, c'est bon de pouvoir donner de notre argent de taxe un petit peu pour que ça va aider ces personnes, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. Oui, je trouve que c'est très culturel aussi, ce sentiment de communauté, parce que, disons, dans la famille où j'ai été élevée, on laisse jamais quelqu'un en difficulté par eux-mêmes. Tandis que j'ai remarqué qu'ici, peut-être la vision plus occidentale, c'est mes affaires sont mes affaires, tes affaires sont tes affaires. Si tu te retrouves dans cette situation, c'est un peu, c'est too bad for you. Tu sais, alors j'ai l'impression que moi, j'ai vraiment cette vision de aider les personnes qui sont en difficulté, puis aussi surtout que genre, la charte, on l'a vu, garantit les droits socio-économiques. Euh, genre, on sait qu'avec avec qu'est-ce qu'on a vu en classe, que la Cour suprême n'a pas nécessairement reconnu que c'est obligatoire d'avoir une situation socio-économique adéquate. Euh, Sauf que je trouve que c'est vraiment important pour des personnes de pouvoir vivre adéquatement puis d'avoir un niveau de vie adéquat et qu'on devrait les aider à y parvenir. Totalement d'accord. Vraiment des bons points. Si je peux ajouter là-dessus, je trouve que oui, ça l'aide d'avoir des mesures d'aide sociale, qu'on fait de l'argent de nos taxes pour aider ces personnes-là, mais si je peux me permettre un petit moment, si le bain déborde, on va pas chercher la mop, on va fermer le robinet. Donc là, est-ce que le fait de juste leur donner de l'argent, ce serait la mop, justement, dans mon analogie? Peut-être qu'il faut faire plus d'efforts pour aider à prévenir la situation au lieu de juste essayer de réparer les dégâts. Fait que genre agir en amont plutôt que comme en réparation après que le préjudice soit déjà subi. Puis Oui, des efforts de prévention au lieu de juste essayer de réparer la situation des personnes qui sont déjà en pauvreté. Peut-être qu'il y aurait quelque chose à faire, un effort d'éducation ou autre chose avant que la personne se retrouve à la rue. oui, absolument. Je pense qu'on doit être créative et créatif pour trouver des solutions vraiment à long terme et non juste comme que tu l'as très bien mentionné, vraiment essayer de juste faire des réparations un peu superficielles et un peu cacher nos yeux de tout ce qui peut venir avec. Surtout, on sait qu'il y a des personnes un peu plus vulnérables, comme les femmes, les jeunes enfants sur la rue. Donc, surtout, faut vraiment trouver des solutions beaucoup plus, comme tu as dit, en préventif, Joline. Ouais, fait que genre attaquer les causes de la pauvreté plutôt que les conséquences.
Comme, c'est comme qu'est-ce que la mairesse de Gatineau a dit hier, que les, l'itinérance, c'est pas nécessairement un problème de logement, mais c'est toujours un problème de logement, dans le sens que l'itinérance vient toujours de un problème de logement. Exactement ce que tu avais dit hier, que si les logements étaient plus abordables, peut-être qu'on n'aurait pas nécessairement cette situation d'itinérance. Itinérance. Là. Oui, je suis d'accord avec ça. Puis justement, si on retourne sur ce qui a été dit hier par la mairesse de Gatineau, les personnes qui sont en situation d'itinérance, ils ont aussi, je veux dire, c'est des personnes comme tout le monde, ils ont des besoins, ils ont des situations particulières. Donc, qu'est-ce qui arrive de la femme enceinte qui va accoucher au milieu de, si on prend le campement Robert Guertin, là, l'ancienne aréna, qu'est-ce qui arrive de ces personnes-là? Qu'est-ce qu'on va faire des enfants qui vont naître dans la pauvreté déjà dans les premières heures de leur vie? Oui, je trouve que c'est tellement une question difficile et sensible parce que justement, oui, d'un côté, c'est triste que cette femme qui vit dans des conditions vraiment traumatisantes se fait enlever vraiment son enfant dès les premières minutes de leur naissance. Mais en même temps, il y a l'aspect de l'intérêt de l'enfant. Je sais pas où me placer parce que justement, l'enfant ne pourrait pas survivre dans les conditions de rue. Mais en même temps, faut laisser la chance aux parents de pouvoir subvenir à leurs besoins, leur donner des ressources pour avoir leurs enfants un jour. Oui, c'est très bien dit. Puis comme qu'elle nous a parlé hier, la mairesse de Gatineau, dans une situation comme ça, la DPJ va arriver, va prendre l'enfant dès la naissance, partir avec. Puis là, elle nous avait parlé d'exemple d'une mère qui avait accouché, puis qu'un an après, on lui a dit que son enfant allait être éligible pour l'adoption parce qu'elle s'était pas repris en main encore. Elle vit encore dans la pauvreté et tout. Puis c'est terrible pour un parent, j'imagine, de se faire enlever son enfant. Mais comme tu l'as si bien dit, il faut prendre en compte l'intérêt, le meilleur intérêt de l'enfant. Oui, et justement, déjà, elle a mentionné aussi la notion du temps. Et c'est sûr que les personnes sur la rue sont tellement désorganisées. Comment savoir, on est rendu où dans le temps? C'est tellement une question de survie que les notions un peu privilégiées que nous, on a, des fois, ça tombe un peu à l'eau. Donc, comment aider ces gens-là? C'est pour ça que je suis autant un peu partagée sur cette opinion. Par rapport à ça, question controversée, on en a mentionné un petit peu en classe, on n'en a pas beaucoup parlé, mais ça l'avait été mentionné. Est-ce que vous pensez qu'on devrait juste complètement empêcher certaines personnes d'avoir des enfants? Des personnes qu'on dirait, par exemple, dans la rue comme ça, qui clairement, ils ont pas les moyens de faire vivre leurs enfants, ils vivent dans des situations si difficiles, c'est la DPJ qui se ramasse avec eux, donc est-ce que d'un côté, on devrait juste les empêcher d'avoir des enfants pour éviter, dans le fond, tout ce trouble social-là? Euh, pour l'application de ces mesures. Ouais. Comment on ferait pour empêcher une personne d'avoir des enfants? Comme, par exemple, si c'était de la stérilisation forcée, très inhumain, je suis contre. Même si on sait que ça a déjà été fait au Canada Oui. envers des femmes autochtones, ce qui est, à mon avis, un crime... 100%, ouais, ouais. ouais, c'est... ouais, ce qui est, à mon avis, genre, un crime qui n'aurait jamais dû être commis, puis qui est aussi euh, des violences qui vont principalement être faites contre les femmes. Parce que qui sont les personnes qui peuvent avoir des enfants? Les femmes. Est-ce qu'on va dire à un homme d'arrêter de se reproduire? Comment on va faire pour empêcher qu'il se reproduise? Absolument, puis ça revient encore à mettre des limites, mettre des restrictions sur les corps des femmes, donc ça n'irait définitivement pas envers l'égalité des sexes. Oui, justement, je pense que vous soulevez tellement des bons points parce que faut penser de un, ça créerait de l'eugénisme social totalement. Donc, justement, je pense que ça l'enlignerait notre communauté vers quelque chose de horrible. Il y a également faut qu'on s'en parle. Souvent, c'est les femmes de couleur qui vont être affectées aussi. Donc, ça touche aussi aux minorités visibles. Ça touche à l'égalité des sexes et la liberté individuelle et où la charte protège toutes ces choses. Mais si on procède à des moyens un peu extrêmes et comme que Jolene elle a dit, fait dans le passé qui étaient extrêmement inhumains et illégaux, je pense pas que ça l'aiderait le problème plus que ça. Non, je suis complètement d'accord. Puis on s'entend, on a tous déjà à un certain point dans notre vie passé à côté de quelqu'un en se disant, ouf, cette personne-là ne devrait pas avoir le droit de faire des enfants. 100%, Mais oui. ça reste que dans les faits, on est qui pour empêcher des personnes de procréer? Je pense qu'à ce point-là, ce serait juste de faire des mesures préventives pour que ces personnes-là, dans le fond, soient capables de devenir des meilleurs parents de qu'est-ce qui aurait été. Parce que c'est sûr que, ultimement, quand la DPJ s'en mêle,
on le sait, un des principaux buts, c'est que les enfants restent avec leurs parents ou dans leur famille proche. Mais ça arrive que c'est pas la bonne chose pour leur sécurité, leur développement. On peut pas laisser des enfants grandir dans un milieu toxique, par exemple, de violence familiale. Donc, la DPJ a un travail important à faire pour sortir les enfants de ces milieux-là. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas un travail à faire auprès des parents aussi? Oui, il y aura un travail à faire auprès des parents. Comme tu dis, on s'est tous déjà demandé en voyant des parents, genre comment vous avez fait pour avoir des enfants? Vous devriez pas Oui. avoir des enfants. Puis je pense que ces parents-là pourraient vraiment bénéficier d'avoir des programmes d'aide ou des programmes qui pourraient les aider, des cours même, pour les aider à devenir des meilleurs parents. Euh, Puis c'est sûr que la question, l'enjeu principal comme des mesures préventives, c'est aussi genre, OK, mais comment on va faire ça? Comme les coûts qui vont découler de ces mesures-là, qui vont sûrement devoir être donnés à grande échelle à travers tout le Québec. C'est comme, OK, est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est réalisable? Ça va coûter combien à nous, qui sont taxés, Ouais. qu'on trouve qu'on est déjà assez taxés pour les services qu'on a en ce moment, alors pour rajouter d'autres services. Ouais. Fait que c'est ça, ça sera un des enjeux principaux. Oui, puis aussi, si on regardait de ce côté-ci, on a entendu récemment que c'est dans les faits que les personnes qui ont grandi en étant des enfants de la DPJ vont finir, quand eux-mêmes vont avoir des enfants avec des parents de la DPJ. Donc, peut-être qu'il y aurait une mission éducative à faire de ce côté-là, quand on sait que ces personnes-là ont peut-être une prédisposition à avoir des problèmes plus tard. Donc, faire de la prévention avec des cours parentaux, quelque chose du genre, visé vraiment pour ces personnes-là, quand on sait que dans les faits, c'est ça qui se passe. Oui, justement, avec tout le travail des commissions des droits de la personne, on a beaucoup en masse de statistiques pour savoir quels aspects de nos sociétés vont un peu moins bien. Donc, justement, je pense qu'on peut agir en prévention et non en réparation par la suite, comme vous deux, vous avez parfaitement mentionné. Donc, je pense que on sait où qu'on pourrait se diriger à cet égard. Oui, absolument. Puis je comprends. Tu sais, oui, on peut blâmer le parent pour avoir mal éduqué son enfant ou pas avoir pris soin de l'avoir violenté ou peu importe, mais à un certain point, il faut comprendre qu'il n'y a pas juste un besoin du côté des enfants, mais un besoin d'éducation pour les parents aussi. Même si la première mission de la DPJ doit être d'assurer la sécurité des enfants, il y a une éducation à faire du côté des parents pour s'assurer que ces comportements-là se reproduisent pas dans le futur, puis qu'on puisse vraiment gérer la situation de ce côté-là, surtout si un début, c'est de retourner les enfants voir leurs parents. Il y a vraiment un plus gros travail, de mon avis, à faire du côté des parents. Puis d'ailleurs, c'est pas en stigmatisant les parents que ça va aider. Il faut leur donner des ressources pour qu'eux-mêmes règlent le problème, puisqu'ils en sont souvent la cause. On avait lu récemment dans une des lectures obligatoires dans le cours de droits et libertés, je sais pas si vous vous en souvenez, mais c'était par rapport à une mère, dans le fond, elle avait été un enfant de la DPJ, puis quand elle a grandi, c'est justement ce qui est arrivé pour sa fille aussi. Puis on nous avait parlé beaucoup comment qu'il y avait de la stigmatisation, comme quoi que c'est pas une bonne mère, c'est juste une droguée, puis tout ça, puis que comment est-ce qu'on peut aider une mère à se reprendre en main, à mieux gérer ses enfants si on la fait sentir comme s'il était moins que rien à cause de ce qui est arrivé. Je me rappelle beaucoup de cette lecture-là parce qu'elle m'avait choquée. Surtout, genre, ça veut pas avoir un peu rapport avec ta question parce que je veux juste poser un nouvel enjeu par rapport à cette lecture-là. C'est que la personne, la femme, elle avait été abusée sexuellement par ses parents, en fait par son père, avec l'aide de sa mère. Et ensuite, le personnel de la DPJ la forçait à aller revoir sa mère qui avait pourtant participé à son trauma, puis avait participé à son abus sexuel. Fait que c'est de là où on dit, OK, l'enfant doit rester avec sa famille, mais si sa famille est mauvaise, genre si sa famille est néfaste pour elle, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça. Oui, donc c'est ça, juste pour rajouter un petit commentaire là-dessus. Je trouve souvent, ben, de ce qu'on connaît, dans le fond, les mères vont être traitées comme des mauvaises mères qui n'auraient jamais dû avoir d'enfants, mais le dommage est déjà fait, donc il faut les aider à faire mieux au lieu de les culpabiliser encore plus. Oui, très bien dit. Je pense que ça fait le tour de la conversation. Mais Oui, merci beaucoup, les amis, pour être venus sur notre merveilleux podcast. c'était vraiment un plaisir. Je pense que c'est important de faire vivre les droits et libertés. Merci. À la prochaine!